Bienvenue dans Mauvaise Langue, le podcast qui vous emmène au cœur du sport de haut niveau. Je suis Nicolas Lang, basketteur professionnel, et je vais vous guider à travers les hauts et les bas d'un milieu impitoyable où chaque détail peut faire la différence. Rejoignez-moi pour partir à la rencontre des acteurs et des actrices qui définissent la performance et booster votre progression. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Mauvaise Langue avec comme invité aujourd'hui Louis Labeyrie, un personnage à part dans le basket français qui est vraiment différent avec des idées bien tranchées mais qui est également très intéressant. J'ai passé un très bon moment avec Louis qui est actuellement en Russie, un choix qui à l'époque avait fait polémique et sur lequel on est d'ailleurs revenu. Donc voilà, j'espère que vous allez aimer cet épisode et c'est parti pour notre entretien avec Louis Labeyrie. Salut Louis, bienvenue dans le podcast pour c'est déjà ce 17e épisode. Comment tu vas ? Ouais, ça va très bien. Fin de saison délicate, mais en Russie. Mais voilà, ça va bien, je suis serein. T'es toujours en Russie actuellement là ? Ouais, je suis toujours à Kazan. On attend de savoir ce qui se passe et de pouvoir retrouver ma petite femme et mes deux enfants. Ok. Bon, on va parler un peu plus tard de ta carrière et du coup de cette carrière aussi en Russie qui a fait beaucoup parler, notamment au moment de ton choix, on va dire, mais on en reparlera plus tard. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Bonjour les abonnés de Mauvaise Langue. Je m'appelle Louis Labeyrie. Je suis né en 92. Ça peut paraître maintenant un peu bizarre, mais je suis déjà presque vieux, 33 ans. Et ça fait maintenant 16-17 ans que je suis sur le circuit pro, malgré avoir commencé le basket à 14 ans. Ah, et t'as commencé à 14 ans seulement ? Ouais. Avant, j'étais skieur de fond. Ah ouais, raconte-nous un peu comment t'en es venu à faire du ski de fond et comment t'en es venu à pivoter sur le basket du coup. Bah en fait, le ski de fond, c'est simple. Je viens du territoire le plus dépeuplé par le basket, je pense, de France, qui s'appelle les Hautes-Alpes. Et dans la ruralité en plus des Hautes-Alpes. T'as bien compris que faire des terrains de basket en pente, ça n'a pas forcément d'utilité. Et mon grand-père était tenancier de station de ski de fond. Et mon grand-père, qui est toujours vivant d'ailleurs, grand fan de liberté, me laissait toute liberté à prendre des skis et à me balader H24 dans la forêt, dans les bois. Voilà. Et en fait, gros fan de ski de fond parce que y a rien de mieux que l'air de montagne et en plus c'était un peu seul et que t'aimes un peu la solitude et la nature. Il y a pas meilleur moyen de transport dans la neige pour moi. Ok. Et comment t'en es venu du coup à pivoter sur le basket derrière ? La raison a un nom. Il s'appelle Thomas Delio. Et en fait, cet homme-là m'a foutu une branlée sur un terrain de basket qui était lui pas en pente. Et en fait, un peu pris dans mon estime de moi, je me suis entraîné un peu tout seul dans mon coin par vent et neige et tout juste pour avoir le plaisir d'avoir ma revanche et pouvoir le battre. Et en fait, de là est parti le. T'avais 14 ans. Ouais, 14 ans et demi, ouais. 14 et demi, ouais. Et t'étais déjà grand du coup ? Ouais, je devais faire dans les 1m80, ouais, dans les 1m92, 95, dans ces eaux-là, ouais, déjà. Ouais, 14 ans, c'était pas mal. Et tu sautais déjà un peu ou J'étais athlétique, mais après, dire de là que j'étais un extraterrestre du saut, non, c'est pas vrai. J'arrivais à sauter, okay. J'arrivais plutôt mieux à courir vite que sauter haut. Ok. Et comment t'en es venu derrière à intégrer un club, à rentrer un peu dans le circuit ? Après ça, après ma revanche, voilà, où j'ai vécu le boss du dojo, Thomas Delio. J'ai réussi, il m'a dit, ouais, Louis, est-ce que ça te dirait de monter une équipe en départemental? Donc voilà, on se tapait tous les patelins de mon territoire et en fait, ça m'a vraiment plu. Et je me suis dit, pourquoi pas faire basket et pas faire un sport-études, parce que moi à l'époque tout ce qui était centre de formation, détection, sélection, tout ça, j'avais aucune idée de ce que c'était. Donc en fait j'ai voulu tracer mon chemin de vie là-bas dans le basket, parce que j'étais pas du tout à la base enclin à vouloir faire du sport de haut niveau pour réussir ma vie. À la base je voulais être procureur, mais ah ouais. Ouais. Et en fait le basket m'a attrapé, m'a pas lâché depuis. Ok, non, c'est... Le mec faisait du ski de fond,
veut devenir procureur et finalement, bon, parce qu'il y a un mec qui t'a battu, tu te retrouves aujourd'hui à 15 ans à jouer au basket, t'imagines quand même? Je L'histoire, te c'est fou. jure. C'est C'est fou. clair. Ma mère me le rappelle très souvent. Très très souvent. Ouais, c'est marrant. Et c'est vrai que quand tu as raison, hein, maintenant il y a beaucoup de parents et de jeunes, tu vois, quand ils viennent me voir, c'est direct comment intégrer un centre de formation. Alors que, enfin moi personnellement, bah, à aucun moment je me suis dit, bah, je savais même pas ce que c'était vraiment un centre de formation. C'est juste un jour on vient te chercher, on te dit bah écoute, voilà, on te présente ça. Mais en soi, bah, toi comme moi, je pense qu'on aurait très bien pu aller dans notre lycée de secteur et faire notre vie sans se poser de questions, quoi. Non, mais c'est sûr, surtout quand on vient de territoire. Bon, après toi, t'es en Alsace, il y a quand même une forte identité du basket Ouais, dans moi cette région de je viens de France. Mulhouse quand même, donc c'est quand même une métropole, quoi. Voilà, mais c'est vrai que au-delà du fait de la proximité ou de l'éloignement territorial, il y a quand même aussi ce problème que les gens se rendent pas plus compte maintenant, surtout les parents, je trouve, que en fait, bah à 13 ans ou à 14 ans ou à 15 ans, on a encore des enfants. Et donc, Mm. on n'a pas bien conscience dans nos petits cerveaux pas encore développés de la difficulté que c'est de se dire ah bah tu sais quoi, papa et maman sont plus là, bienvenue dans la jungle. Parce qu'en fait c'est très vite la jungle le centre de formation. Mais ça tu le réalises Et ça, trop tard. quand est-ce que tu l'as compris, ça, que c'était la jungle? Quand est-ce que tu es arrivé en centre de formation? T'es passé par Fos derrière? Ouais, bah j'ai envoyé mon CV, enfin Alexandre Barthélémy, il me semble, c'est ça son nom. Alors je m'excuse si j'ai fait quelques modifications. Il a envoyé mon CV à peu près dans tous les centres de formation de la région, donc bon, aucun. Peut-être Saint-Vallier, je sais même pas si Saint-Vallier avait un centre de formation à l'époque. Donc il a plutôt ciblé les centres de formation du sud de la France. Donc Fos-sur-Mer, à mon avis, Hier-Toulon, Antibes. Et en fait, bah, Christophe Samat s'est mis en contact avec moi et ma famille. Et puis j'ai fait une détection où j'étais déjà pas du tout adapté à l'écosystème, en pantacourt et en chaussures totalement pas de basket. Et en fait, avec des mecs qui avaient déjà, qui avaient baigné dans le basket depuis leur naissance, j'ai envie de te dire. Et moi, j'étais Ouais. j'étais un Le peu skieur de fond. le skieur de fond, le round, tu sais, du basket, c'est genre, même communiquer, c'était difficile, quoi, presque. Ouais. Donc, et puis voilà, il m'a persuadé. Et puis honnêtement, moi, Christophe Samat, je suis toujours en contact avec lui, un homme formidable. Et puis de très belles années se sont suivies à ses côtés, quoi. Ok. Donc du coup, t'es resté à Fos jusqu'à quel âge? Alors je suis arrivé à Fos, j'avais 15 ans. Et puis bah je suis resté, j'ai fait 5 ans de formation à Fos. Voilà. 5 ans 5 de ans, donc formation. jusqu'en 2009. Ouais, c'est ça. Ok. Et derrière, tu pars à Toulon. Voilà, je pars à Toulon, à Fos, voilà, un club de Pro B qui essaie quand même aussi de monter. Et puis moi, ça faisait 5 ans, donc à mon avis aussi, des fois, c'est bien aussi de changer de cycle et d'un peu d'aller voir ailleurs comment se passent les choses. Là, Toulon, c'était un club en difficulté financière à l'époque, si certains s'en rappellent. Et ils avaient besoin de... Ah oui, raconte-moi un peu cette saison où je crois que c'est peut-être ta première année pro. Tout le monde commence un peu à te découvrir. Mais je crois que vous gagnez peut-être un ou deux matchs dans l'année parce qu'il y a des difficultés financières, du coup beaucoup de jeunes. C'est ça, c'est Et ça. qu'est-ce que t'en penses de cette saison-là? Parce que nous, je sais, tu vois, honnêtement, avec Geoffrey Lauvergne, on était à Chalon-sur-Saône, on gagnait tous les matchs, on jouait une quinzaine de minutes par match, mais entre guillemets, jaloux, c'est un grand mot. Mais tu vois, limite, on se dit, putain, on aimerait limite plus être à Toulon et en fait jouer 35, quoi, tu vois. Quand Ouais, t'es jeune, t'as ouais. vraiment envie de jouer, gagner, bah c'est bien, mais t'oublies un peu, t'as envie de jouer, quoi. Et on voyait la Berry 35 minutes, alors on se disait, ouais, il y a de la chance. Alors, toi, est-ce que tu te disais ça aussi, ou toi, à contrario, tu disais, ouais, j'aimerais bien gagner quand même quelques matchs, quoi. En fait, à vrai dire, tu sais, quand j'arrive à Toulon, je devais pas, c'était pas prévu en fait tout ça. Et moi, à la base, je devais faire le lien entre espoir et pro. Mais en fait, vu l'hécatombe et le manquement et le manque de chair humaine dans l'effectif pro, en fait, j'ai jamais touché à un entraînement espoir, ni même un match espoir, quoi. J'ai jamais été considéré comme un espoir. J'ai jamais fait espoir, en fait. J'ai sauté la case espoir. Et oui, en fait, alors, moi, sur le coup, forcément, déjà, première fois que je change de club,
dans des conditions un peu spéciales. Je suis pro, 30 minutes, on se prend que des branlées. Mais moi, en même temps, je joue, je me montre, parce que honnêtement, à part ça à faire, j'avais pas d'autres choses à faire. Mais ouais, c'était vachement intéressant, parce que moi, je pouvais jouer. Ça m'a permis un peu de montrer que j'en avais un petit peu, quoi. Mais après, le mauvais côté de la pièce, c'était que c'était un camouflet, quoi, parce qu'à vrai dire, oui, j'étais rentré dans le monde professionnel, c'est dans une équipe qui ne l'était pas, et qu'en fait, qui était pas du tout à même de lutter, tu vois, de manière cohérente contre le reste de la division, quoi. Non, et puis même dans ta formation, je pense qu'il devait peut-être te manquer des choses, dans le sens où, notamment quand t'es jeune, t'arrives dans une équipe où il y a de la concurrence, t'apprends vite ce que c'est de lutter pour son temps de jeu. Là, au final, en gros, malgré toi, c'est pas de ta faute, mais on t'a tout donné sur un plateau, parce que simplement il n'y avait pas le choix, quoi. Ouais, là vraiment, il n'y avait pas vraiment de plateau, on va dire. Moi, je me rappelle, la raquette, je la partageais avec, putain, je me rappelle plus, il y avait c'était un mec de l'Est, Dimitri, Compalia. Ouais, celui-là, qui était quand même pas mal blessé. Après, il y avait l'éléphant, le vieil éléphant, Rick Hughes, qui était lui aussi blessé, et puis qui jouait quand il voulait, et puis qui s'entraînait quand il voulait. Gros joueur, cet homme-là, franchement. Et puis pendant une partie d'année, j'avais notre collègue à nous que tu connais très bien, Max Janveni. Et donc c'était finalement c'était que ça, quoi, la raquette, quoi, avec moi. Donc donc je veux dire c'était il y avait pas de concurrence, déjà des fois il y avait presque pas d'entraînement, donc tu sais, on arrivait au match, on se prenait notre pilule et puis on remontait dans le car, quoi. Ouais, ça ressemblait à quoi un peu une semaine type d'entraînement avec cette équipe-là? Bon, je sais pas, tu sais, moi, je me rappelle pas tous ces détails-là, mais par exemple, quand on joue le Valois et qu'on perd de 2 points, je me rappelle, on jouait un vendredi, on avait off jusqu'à mercredi, quoi. Tu vois? Ouais. Donc, tu sais, c'était quelque chose, quoi. Alors moi, heureusement, j'étais jeune, donc j'avais pas besoin trop de, je sais pas, à l'époque, je faisais pas de soins, toutes ces conneries-là, de se reposer. C'était secondaire, et en fait, à vrai dire, sans trop manquer de respect, c'était les bronzés font du ski, se sont perdus en proie, quoi, tu vois, c'était vraiment. Ben, au moins ça t'a donné quand même l'opportunité de jouer, de te montrer. C'est clair. Et puis bon, après, voilà, encore une fois, il y a l'opportunité de se montrer, mais t'as quand même le profil, quoi. Enfin, je veux dire, tu faisais quoi déjà, 2m6, 2m7, tu mettais la tête à l'anneau, et en plus de ça, je pense que tu fais partie des joueurs qui, plus tu vas jouer avec des joueurs qui savent jouer, plus tu vas être mis en avant, alors que là, voilà, il y avait quand même un peu de qualité, mais je veux dire, c'était pas non plus la meilleure équipe dans laquelle t'avais joué, loin de là, quoi. J'avais un meneur, Karim Reed, et lui, tout ce qu'il voulait faire dans sa vie, c'était faire des passes, et puis moi, tout ce que je voulais faire dans la vie à ce moment-là, c'était faire un pick and roll, et que tu m'envoies un truc en l'air, et puis que je vais chercher la balle et la mettre dans le cercle, quoi. Ouais. C'était la chose, quoi. Ouais, t'as raison. Et derrière, donc, tu signes à Paris-Levallois. Ouais. C'est quoi un peu ton point de vue quand tu arrives là-bas, quand tu signes ce contrat, tu te dis, bon, les bronzés font du ski, ça va être terminé, ou t'as pas du tout conscience de ça, et tu te dis, bon, simplement, écoute, moi je continue mon petit bonhomme de chemin, je sais pas trop ce que ça va donner. À vrai dire, moi, ce qui caractérise un peu ma carrière, c'est que je me suis jamais vraiment mis d'attente. Voilà. J'ai eu parfois des désirs, mais moi, si tu me demandais au début, ça aurait été quoi ta carrière, j'ai envie de te dire, moi j'aurais été satisfait de jouer en deuxième division ou troisième division et prendre 5000 balles ou 6000 balles, tu vois. C'était moi c'était juste aimer le basket, tu vois, et honnêtement non plus, j'ai pas j'ai de l'ego comme tout à chacun, mais je suis très mauvais pour dire ouais, j'ai du talent. C'est-à-dire que quand les gens me disent ah là, lui t'as du talent, tu te trouves pas sur ton talent, ou tout ce genre tout ce chemin de pensée, moi si tu me demandes je trouve pas que j'en ai. J'ai des qualités, je suis grand, je cours vite, j'ai une endurance monstre, par le fait que je suis un montagnard à la base et que je fais du ski. Et puis voilà, quoi. Et puis après j'ai dû apprendre voilà tout l'écosystème, les coulisses du basket, comment ça se passe, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut pas dire,
même si tu le penses. Mais du coup, tu l'as vraiment appris ça ou pas? Ouais, mais ça c'est un peu plus tard que j'ai appris. Moi à Paris, j'étais encore con quoi. Et à vrai dire, non, moi dans le basket, j'ai envie de te dire, je me suis pointé comme le, je sais pas, comme tu sais, le voisin d'un mariage. Tu sais, j'ai vu de la lumière, je suis venu et puis j'ai regardé ce qui se passait quoi. Et en fait, moi jusqu'à maintenant, je vais te dire, ouais, je suis là. Je fais de mon mieux, puis un jour mon corps il me dira bah c'est fini, puis je passerai à la suite quoi. Mais on va dire à Paris j'avais 21 ans, je venais de rencontrer ce qui allait devenir ma femme et qui est toujours ma femme. Moi à Paris c'était Paris, les Champs-Élysées, tout ça, la vie mondaine, c'est bon. Je suis parti de chez les gueux sans offense parce que j'en fais partie. Et puis la réalité m'a rattrapé à Paris quoi. Tu vois la réalité du vrai basket de haut niveau. Et puis t'aimes bien les restaurants, il y a beaucoup de bons restaurants à Paris, t'as commencé à aimer le vin. C'est sûr que choses aussi à faire à côté quoi. C'est sûr que j'aurais pu être inspecteur. J'aurais pu être inspecteur du guide Michelin. D'ailleurs, si Top Chef, si Paul Perret écoute ton podcast, je peux déguster. Y'a pas de souci. Je suis pas super sûr. Et du coup, tes années à Paris-Levallois dans leur globalité, qu'est-ce que t'en retiens? Parce que t'as eu quand même des moments où t'arrives là-bas. Moi, de ce que j'en ai vu, donc j'ai joué là-bas 2 ans avec toi, mais de ce que j'en ai vu, t'arrives là-bas, donc t'as cette, entre guillemets, petite hype du fait que t'as fait une bonne saison à Toulon malgré les résultats. Après, moi, quand j'arrive, donc avec Grégor Beugnot, début, t'es totalement blacklisté, tu joues pas du tout. Et après, tu rejoues, tu montes en puissance, et moi, quand je suis parti, derrière, t'as vraiment pris ton envol et t'as fait des super saisons, quoi. En fait, moi j'arrive à Paris, je suis coaché par Christophe Denis. C'est aussi un homme bon. Ça fait très Pierre Gagnard ce que je dis, mais tu sais, moi mes expériences dans le basket, ce qui m'a plus marqué que les récompenses individuelles et collectives, c'est vraiment la bonté des gens dans un environnement assez quand même agressif et particulier. Ouais. Et avec Christophe, c'était ma première année. Je pense qu'il a eu beaucoup d'empathie parce qu'en fait, il savait que mon année à Toulon, c'était pas la réalité de ce que j'étais aussi, tu vois. Et mais il m'a quand même coaché avec l'aide de Thomas Drault. Et j'étais derrière Jawad. On était deux à se tirer la bourre avec Landing cette année. Et on fait une saison correcte. Je pense en deçà des attentes. Mais au moins c'était une bonne saison. Là je me suis dit là vraiment on est en 3 et va falloir donner un peu plus quoi. Et ça t'a fait peur ou tu sentais que t'avais le potentiel pour aller plus haut? Comme je t'ai dit, je vois pas trop le talent ni le potentiel. Le potentiel c'est quelque chose d'assez vague. Déjà il y a le potentiel déjà sur le plan physique, si tu peux ou tu peux pas. Moi je pense que je l'avais. Mais mental pas du tout. Je suis beaucoup trop du cru. Voilà. Pour pouvoir m'adapter. Qu'est-ce que tu veux dire par ça au niveau mental? C'est pas la peur, c'est ni le stress. C'est l'adaptation à des environnements. Moi, il y a des environnements que, sans les juger, je ne me sens pas capable moi-même d'y vivre. Tu vois, par exemple, beaucoup sont fans de la NBA des États-Unis. C'est un environnement où je suis pas du tout adapté à ce genre d'individus. Voilà, ils sont ce qu'ils sont, je suis ce que je suis. Et sachant très bien qui je suis, je pouvais pas, tu vois, c'était au-delà de mes moyens quoi. Donc voilà. Donc moi j'ai aucun regret par rapport à ça. Je sais pas si j'ai peut-être devancé une de tes questions. Non, parce que c'est vrai que tu as été drafté en quelle année déjà? 2014, 2013? Ouais, c'est ça, c'était après l'année de l'embargo de Greg, il me semble. OK. Après la fameuse bagarre. Mais l'année où tu joues pas, et après il y a une bagarre en cours de saison et derrière tu as du temps de jeu. Fin d'année t'es drafté et d'ailleurs cette draft du coup, est-ce que tu étais content ou pour toi c'était c'est pas vraiment le basket que je regarde forcément moi déjà je m'étais cassé la main et puis je dormais. Donc j'avais aucune idée de ce qui allait arriver. Mais en fait j'étais quand même pour être honnête, j'étais plutôt surpris parce que comme tu dis moi l'année de Greg Greg, on le connaît, je pense que tous les fans de basket connaissent Greg, tempérament bien trempé.
un coach d'expérience qui vient de Chalon, ayant tout gagné, et il voit un hurluberlu comme moi, et puis il se dit on va le recadrer le petit, et puis pendant quelques mois j'ai été confiné, même s'il n'y avait pas de confinement à l'époque, mais il m'a confiné. Et à vrai dire, moi j'ai pas abandonné, parce que moi je suis pas quelqu'un qui abandonne. Voilà, je vais souvent à la fin de mes contrats, j'ai toujours fait jusqu'à aujourd'hui, je vais toujours jusqu'à la fin de mes contrats, parce que pour mon intégrité personnelle déjà. Et voilà, mais surpris parce que finalement cette saison-là, après c'était à partir de quoi, janvier quoi, que j'ai rejoué. Voilà. Bon. Ouais. Ça fait quelques mois, mais c'est pas non plus une saison complète et établie, quoi, que je vais performer. Et tu te fais drafter fin d'année. Je me souviens, tu m'avais appelé le matin, là. Putain, j'ai été drafté. Je me suis dit, attends, de quoi il me parle, là? par la NFL. Ouais, mais même moi, j'étais surpris, mais à vrai dire, même si quand Bouna, mon agent, Bouna Ndiaye me dit ça, je me suis dit, bon, d'accord, je suis drafté, mais ça veut pas dire grand-chose, tu vois. Et puis après... Tu penses pas que t'aurais eu le style de jeu pour jouer là-bas? C'est pas tant une question de style. Comme je te dis, je pense que c'est plutôt une question de mentalité. Moi, je me rappelle, en fait, la Summer League, j'ai pas pu le faire cette année-là parce que avec la main cassée. Et donc l'année d'après, toi, non, attends, Greg, il est resté 2 ans à Levallois, il me semble, non, c'est ça? Ouais. Donc je fais encore une année avec toi. On fait plutôt pas mal. Et puis là, je vais en Summer League et là, je vois très bien l'environnement et en fait, l'environnement, je suis là, je regarde et en fait, déjà que pour beaucoup, même toi, qui est mes meilleurs potes, je suis un extraterrestre. Mais en fait, en votre présence, je me sens pas un extraterrestre. Mais là-bas, je me sentais vraiment comme l'extraterrestre, tu vois. Je me sentais comme le redneck, tu vois, je sentais que si je devais vraiment y aller, j'aurais été cancel ou j'aurais été, je sais pas, ban, je sais pas. Mais j'étais pas fait pour. En fait, c'est pas grave. Moi, c'est quand je suis allé voir les premiers matchs NBA que j'ai vus de ma vie, là, il y a 1 mois et demi. Quand je suis arrivé à la salle, j'ai vu un Brooklyn-Charlotte. Je me suis dit, c'est quand même un autre monde, quoi. Je veux dire, alors j'ai tiré plein de conclusions, tu vois, notamment les gens quand ils disent ça défend pas en saison régulière et tout. J'ai pas trouvé ça vrai. Quand tu regardes le match de près, c'est juste que les gars sont très très forts offensivement. Mais comme tu dis, sur tout l'environnement, t'as l'impression qu'il y a des mecs qui se lèvent pour faire des signes sur le banc. Vraiment, parce que limite, on leur a demandé de se lever et faire des signes, tu vois. Tu sens que les gars, ils sont... Et juste, en gros, ils gagnent beaucoup d'argent, donc ils doivent faire semblant d'être contents. Toujours ce semblant de good vibes, etc., etc. Mais c'est vrai ça fait très, très faux quand même, quoi, tu vois. Et c'est peut-être la première fois de ma vie où je me suis dit, j'ai toujours rêvé d'aller en NBA. Enfin, je veux dire, tout gamin rêve d'aller en NBA, tu vois. Enfin, Léo Westerman va me dire que non, il y en a qui rêvent plutôt d'Euroleague. Mais je pense que tout gamin, à la base, a vu de la NBA, a rêvé d'aller en NBA. Et c'est là où je me suis dit, en fait, je pense que même si j'avais pu y aller, je pense pas que ça aurait été... ça dépend aussi de ton caractère, tu vois. Ouais, moi, ça a vraiment pas été un rêve, tu vois. Ça a été... comment je pourrais dire? Ça a été... ça aurait été bien. Ouais, c'est sûr. Mais en fait, à vrai dire, moi, ma carrière, elle se résume à ça. Si je devais te donner vraiment ma vision de ce que je souhaite à la fin de ma carrière, c'est de laisser une belle image. Tu vois, une belle image de moi et du respect. Et voilà, moi, j'ai énormément de respect et pour des joueurs qui ont pas fait des carrières exceptionnelles, mais qui ont été des sportifs qui feraient rougir de honte des gens de petite morale et de petite vertu. Je prends un cas qui me vient à la tête là maintenant là, Karima Tamna. Pour moi, grand respect, je me rappellerai de cet homme-là toute ma vie parce que c'était un professionnel. Il a joué à Fos avec toi? Ouais, un très grand professionnel, souriant, connaissant le basket dans ses moindres détails et franchement ça a été un plaisir immense d'avoir partagé une saison avec lui. D'ailleurs, je te dis pas toi parce que son fils qui est en train de percer là d'ailleurs. Ouais, vraiment, hein, ça fait plaisir. Mais moi, Louis, je suis pas toujours souriant. Non, mais toi qui me dis qu'il rêve de NBA,
T'imagines même pas, j'imagine même pas faire des signes de gang, des signes de gang. Non, mais c'est aussi pour dire que tu vois, souvent il y a des gars j'aime pas aussi les gars qui taillent la NBA quand tu vois, ils ont vu qu'ils pouvaient pas y aller. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a qui, ils rêvent de NBA et quand ils sont pas pris, ils font semblant, ouais, la NBA c'est pas du basket, je vais regarder que l'Euroleague. C'est genre comme si l'Euroleague c'était fait pour les connaisseurs et la NBA pour les fans, quoi, tu vois. Alors que pour moi, il y a vraiment des bons trucs à prendre dans les deux baskets. Et d'ailleurs, même les plus grands coachs d'Euroleague, hein, ils sont tous en train de copier la NBA au fur et à mesure, hein, 4 ans, 5 ans plus tard. Il y a 5-6 ans, personne jouait un contrat en Europe. Maintenant, les mecs, si t'es pas dans le top, adverse et tu joues un contre un, quoi. T'es pas dans le top 4 si t'as pas un Mac James, Kendrick Nunn ou Shane Larkin, quoi. Donc voilà, c'est pour dire qu'il y a des bons trucs à prendre dans tous les baskets, mais c'est vrai que ce que tu me dis sur le côté caractère pour jouer là-bas et personnalité, je suis 100% d'accord avec toi. Ensuite, après Levallois, donc tu vas à Strasbourg, donc tu signes là-bas, tu signes avec Vincent Collet qui est coach de l'équipe de France à l'époque. Ouais. C'est quoi pour toi, est-ce que tu vas en mode tremplin? Vraiment, je veux apprendre d'un coach comme ça qui était réputé et qui a toujours été réputé pour un coach formateur. Ou alors, Strasbourg, tu vois peut-être un peu plus loin que simplement une année, quoi. En fait, le truc, c'est que avant de signer à Strasbourg, je fais une bonne saison avec sous les ordres de Freddy Fautou. Et là, il y a en face de moi, à l'époque, il me semble pas que Monaco n'était pas encore là. Mais il y a les deux. Ils étaient déjà là, mais pas au niveau de Monaco. Ouais. Pas au niveau de maintenant. Et il y avait les deux géants du basket français qui étaient l'Asvel et la SIG qui s'étaient manifestés. Et en fait, moi je me rappelle, t'étais à l'Asvel et puis ma femme me disait ah oui, il faut qu'on aille à l'Asvel. Plus pour les auditeurs, nos femmes s'adorent. Et mais vu que je suis quand même un emmerdeur de première, j'écoute quand même tout le monde. Et Vincent avait un discours très simple. Et moi, à cette époque-là, je me rappelle, je me suis dit, la France, c'est bien, mais j'ai envie de voir ce qui se fait de mieux en Europe. Et donc, c'est l'Euroleague ou la grosse Eurocup, et forcément, ça doit passer par l'Espagne. Okay. Et en fait, Vincent me dit, Louis, écoute, on te propose 2 années de contrat. Une année après, le buyout était très très modeste. C'est quoi modeste pour un buyout? Ouais, c'était 75 000 balles ou 50 000 balles à l'époque. Ok. C'était modeste, tu vois, c'était pas... Voilà. Et en fait, le truc, c'est que il me dit... en fait, Vincent a trouvé les bons mots. C'est simple, il m'a pas dit temps de jeu, il m'a pas dit responsabilité. Il m'a dit Louis, tu peux aller en Euroleague. Tu peux aller hors de France et toucher les beaux contrats, les belles équipes. Il y a juste un petit problème. Va falloir que tu sois poste 4. Et aujourd'hui, je peux pas dire que t'es un poste 4. T'es très mobile, mais t'es pas un poste 4. Donc, si tu veux devenir un poste 4, ça ferait plaisir. Donc, là, j'ai signé. Voilà. C'était même pas forcément une question de salaire, c'était vraiment une question de, lui, il a un projet où je me retrouve, et là où je me dis, c'est Vincent, c'est une tête. Et j'ai une question par rapport à lui et ta signature. Tu sais, très longtemps, on a eu ces histoires de s'il arrive à ramener des gars comme ça, c'est à cause de l'équipe de France. Il a dû leur promettre des sélections ou tu vois des trucs comme ça. Est-ce que toi, cette étiquette de coach équipe de France, même si on t'a rien promis, est-ce que dans un coin de ta tête ça a joué un peu ou alors vraiment pas du tout? Ça a joué dans ma tête, mais pas sur le plan de ok, c'est un petit plus pour choper pour gratter un spot. Okay. Ça était plus dans ma tête. S'il est coach d'équipe de France, forcément, il y a quelque chose derrière. Je pense pas que, tu vois, comme tu peux être joueur d'équipe de France par accident dans n'importe quelle discipline, et c'est pas une insulte, hein, c'est-à-dire que il y a des blessés, il y a des absents, il y a des mecs, des désistements de dernière minute, et forcément, il faut mettre quelqu'un, tu peux l'être, tu vois. Je veux même pas être offensant en disant ça, mais tu vois, il y a pas de désistement pour être coach d'équipe de France, tu vois. C'est pas, oh merde, t'es pas là, bon vas-y, je prends ta place, t'inquiète, quand tu reviens, je suis à l'aise. Et en fait, je me suis dit, forcément, ça a du talent. Et puis moi, en voyant les matchs de l'équipe de France, déjà à l'époque, c'était un basket que, forcément, c'était très, très différent de toute façon, les gens qui ont joué la SIG, contre la SIG surtout, et même avec,
quand tu jouais les systèmes de Vincent, désolé, mais fallait avoir un QI au-delà de 85, quoi. C'est-à-dire que, en fait, les championnats de France, c'était de l'animal, quoi. C'était, de la transition, de la contre-attaque, du bourrinage, et puis Vincent, il est arrivé, non, mais, vous savez quoi, les gars, on va, pour faire une petite comparaison avec ce sport-là, ouais, genre, on va faire ouverture grobe, tu vois, aux échecs, tu vois. On pousse tu vois, c'était très bizarre, tu vois. Et bah c'est vrai qu'il y a beaucoup on m'avait dit ouais mais Louis, ça va être dur pour toi, tu vas avoir mal à la tête. Puis vu que je suis un emmerdeur, je lui ai dit ouais bah je m'en branle et puis je suis allé quoi. Je suis allé et j'ai kiffé. J'ai kiffé ce basket là où franchement c'était d'une intelligence monstrueuse. Et encore j'ai fait ça qu'un an et ça m'a fait plaisir de faire plus longtemps mais voilà, et c'est un coach qui aime beaucoup parler en dehors des entraînements aussi, tu vois. Tous ceux qui l'ont eu, ils savent que des fois quand il t'attrape, il peut te parler des heures et des heures. Et notamment sur enfin moi j'ai joué avec Youssouf Afal quand il était que c'était entre guillemets le projet à Strasbourg, et c'est vrai qu'il lui parlait beaucoup. Donc toi, j'imagine même pas, toi qui aimes parler, lui qui aime parler, ça a dû faire des sacrées discussions, quoi. Je te cache pas que on était sur du niveau thèse de basketball et moi j'étais l'élève qui devait présenter sa thèse à la fin, tu vois, voir si ça avait bien marché. Ouais. Et non mais moi ça me faisait kiffer, tu vois, parce qu'en même temps Vincent c'est pas non plus le genre c'est le coach de toute façon c'est simple, c'est le coach français qui en sait le plus, voilà. Mais en même temps c'est pas le coach à qui tu peux pas, tu vois, et tu peux pas parler. Je sais pas si t'en rappelles avec Vincent, il y a un système et puis à un moment donné l'équipe en face a fait un truc et en fait tu te rends pas compte que c'est totalement débile. Et puis t'arrêtes le système et il te dit pourquoi tu fais pas juste ça. Et en fait toi tu dis ouais mais ça aurait été con, et là il t'explique ouais mais ce que tu fais c'est con, mais ce qu'il te fait avant même que tu donnes une réponse, c'est déjà con, donc t'as juste à le faire payer. Et il avait cette phrase, c'était vous pouvez pas empêcher les adversaires d'être stupides. Et toi en fait tu dis mais attends, mais c'est vrai que c'est pas con, tu vois, c'est pas con. Et en fait c'était beaucoup des trucs comme ça avec Vincent et c'était vachement intéressant. Franchement très belle année avec Vincent. Moi je pense même que tu vois les finales perdues, ça un jour quand j'aurai Paul Lacombe, je lui poserai la question. Je me demande si des fois il allait pas trop loin dans la réflexion en jouant contre des équipes qui elles-mêmes ne savaient pas ne savaient pas ce qu'elles faisaient, mais elles n'allaient pas aussi loin dans la réflexion, tu vois. Donc c'est très dur de penser plus qu'une autre équipe qui elle-même n'avait pas. Enfin, c'est vrai qu'il pensait à tous les scénarios, et je me demande si des fois ça allait pas un peu trop loin pour le championnat de France, quoi. Ouais, c'est sûr. Après, tu peux pas reprocher à quelqu'un d'être ce qu'il est, tu vois. Voilà, si tu prends deux caractères bien différents, et encore, je trouve que maintenant, voilà, il a mis beaucoup plus de réflexion. Je disais pas qu'il en mettait pas, mais il en met beaucoup plus qu'avant. C'est tu passes d'une année avec Freddy à une année avec Vincent, les temps morts, déjà l'accent il changeait, tu vois. C'était, tu vois, on passait presque, tu vois, du temps mort RCT contre le Stade Français, tu sais, au temps mort c'est un temps mort du prof de Phil Jackson, quoi. Tu dis wow, qu'est-ce qui se passe, j'ai changé de sport, tu vois. Donc tu peux pas empêcher ça. Et en fait, j'avais te dire d'accord, il a perdu toutes ses finales d'affilée, mais à dire ça fait la beauté de son sport, tu vois. Se dire que bon c'est sûr que t'as perdu, mais t'as quand même livré des belles finales. Tu vois, t'as quand même produit des beaux baskets. T'as raison. Le basket qu'ils ont livré pendant quelques années là, avec les Antoine Diop, Paul Lacombe et tout le reste, c'était à jouer, c'était très embêtant, on va dire. Pour pas employer d'autres mots. Et derrière, du coup, en plus, il a tenu sa parole, parce que derrière, tu réussis ton objectif et tu arrives à signer à Valence. Ouais. À ce moment-là, je me souviens, t'étais super. Je me souviens de toi, t'étais vraiment super content. Donc, gagnant-gagnant pour tout le monde, quoi. Bah en fait le truc c'est que Vincent, comme je dis, enfin ce qui me caractérise, c'est que je suis vraiment un emmerdeur et je demande pas grand chose, je demande juste d'avoir ce que je mérite.
pas plus, pas moins, juste ce que je mérite. Et je me rappelle, cette année-là, à la SIG, je tombe gravement malade. Voilà, pour tous les Alsaciens, oubliez pas de vérifier à chaque promenade en forêt si vous n'avez pas une tique ou deux qui traîne, parce que ça peut vous envoyer à l'hosto et vous niquer, excusez-moi pour le terme, vous empêcher de participer aux playoffs. Voilà, donc je viens malade à cause d'une petite bestiole et en fait en sortant de l'hôpital et puis en pleine récupération de ça, il se pose la question, il y a Valence et il y a forcément l'année d'après à la SIG et je me rappelle toujours, j'étais avec ma femme et puis on se pose au Rhenus et Vincent me dit, Louis, après ce que tu as vécu, ce serait bien que tu restes, voilà, tu connais le club, tu connais l'environnement, tout le monde t'adore ici, mais je te demande une chose, c'est de ne pas rester. Ok. Parce que je te connais trop bien. Tu es MVP français, même s'il n'y avait pas MVP français à l'époque. MVP français, même peut-être voire même du championnat à l'époque. Et t'es déjà chiant. Pas méchamment, mais tu sais, je suis relou quoi. Je suis relou. Et il dit, et j'ai même pas envie, même d'imaginer ton niveau de chiant-lit si tu devais refaire ce que t'as déjà fait et que t'es arrêté par un petit bébol qui s'appelle une tique. Ouais. Donc il m'a dit ne reste pas s'il te plaît. Donc j'ai l'écouté, je passe. Voilà. Et je suis allé à Valence. C'est bien, c'est honnête, tu vois, plutôt que enfin voilà, soit de t'empêcher de partir, soit en plus ce qui est beau, c'est qu'il y avait entre guillemets une parole donnée avant la saison d'avant sur le fait de t'aider à passer un cap. Et du coup, Valence, c'est un beau cap qui est passé. Quand tu arrives là-bas, c'est de l'Eurocup ou de l'Euroleague, je me souviens plus. C'était de l'Eurocup. En plus, il y avait toujours mon gars Antoine Dur, avec qui j'avais joué la première année à Paris. Et lui, chat noir, blessure sur blessure, le pauvre. Franchement, vraiment, c'est vraiment dommage parce que c'est un joueur. Enfin, je sais pas si tu te rappelles, Nico, mais c'était un joueur. C'est toujours. Puis c'était un joueur superbe. Antoine, c'était en termes de basketteur, c'était beau quoi. Tu sais moi. C'était de ces joueurs-là, tu sais, à l'entraînement, un match c'est tellement beau, t'as presque pas envie de jouer avec lui, mais t'as presque envie de t'asseoir pour regarder comment il joue, quoi. Et mais bon, il était tout le temps blessé. Et c'était la première année avec Jaume Ponsarnau, un Catalan, il me semble qu'il demanderait ça. Et puis la première année expatrié, hein. Donc là, encore une étape que j'avais désirée, mais que j'avais même pas osé imaginer, même pas 3 ans avant, quoi. Et là tu te dis, et là tu joues qu'avec des gros noms, hein, Van Rossum, Will Thomas, Dubievich, Rafa Martinez, Fernando Sanemeterio en fait. Toi tu te dis qu'est-ce que je fous là alors que je viens des Hautes-Alpes. Mais bon, voilà, on y est et voilà, va falloir assumer et c'est quoi à ce moment-là pour toi le plus gros changement entre la France, Strasbourg qui est déjà un club très structuré. Et là, quand tu arrives là-bas à Valence, le soleil peut-être. Déjà le climat, c'est autre chose. Super climat. De toute façon, Valence, c'est maintenant, même ma femme et puis ma fille maintenant, presque plus espagnole que français, ça va. Mais c'est pas grave. Mais en soi, moi, je suis français, mais non, je me sens hispanophone réellement. Même quand je dis hispanophone, c'est même pas le terme exact, je me sens vraiment balancien maintenant, même dans l'esprit, la culture et les mœurs. Et en l'occurrence, en fait, en Espagne, ce qui était marrant, c'était vraiment la vitesse d'exécution, quoi, qui était à tout autre niveau. Alors c'est sûr que athlétiquement parlant, c'était pas plus athlétique, même bien moins. Mais la vitesse où ça jouait, les transitions, les fast breaks, les mises en place de système, c'était quelque chose qui était vraiment stupéfiant. Et aussi ce système où en France, si t'es bon, tu vas jouer un peu plus, tu vas commencer peut-être tous les matchs. Alors que là-bas, non, c'est pensé autrement, c'est de la gestion sportive optimisée, quoi. Mais vraiment poussée aux extrêmes. C'est-à-dire que t'es là, tu peux peut-être jouer 5 minutes pendant une semaine. Pendant 2 semaines d'après, tu sais pas pourquoi, t'es dans le 5, puis tu joues 22 minutes. Puis on te refout sur le banc sans même te poser des questions. En fait, ça au début, forcément c'est étonnant, tu vois, parce que tu es d'une culture où tu te dis
c'est le meilleur qui joue, c'est le meilleur qui joue beaucoup. Et puis en fait là tu vois Dubievich, il joue 23-24 minutes de moyenne, tu te dis putain, si ce mec-là il était en France, il quitterait pas le parquet quoi, tu vois. Il quitterait pas le parquet, on prendrait des temps morts juste pour qu'il respire, tout comme ça. Mais ouais, c'était vraiment ça le truc le plus étonnant. Ouais. Ok, et dans la structure du club, il y a des trucs qui t'ont un peu marqué? Ouais, c'était très professionnel, honnêtement. On avait 4 kinés à l'époque, 2 médecins. Non, c'était... Puis franchement, je trouve que les institutions espagnoles dans le basket, il y a vraiment un respect du sportif qui est sans commune mesure comparé aux autres pays, quoi. C'est-à-dire que oui. Tu sais, en France, des fois, t'es blessé, oh, fait chier, il met du temps à revenir, oh, fait chier, c'est blessé, oh, fait chier, il est encore blessé. Là-bas, il y a un tel respect du sportif. Tu sais que le mec, il sacrifie son corps pour tes beaux yeux, même si tu le rémunères, je suis d'accord. Qu'en fait, tu te blesses, le kiné, il va voir l'entraîneur ou le manager, il va dire, oh, lui, il est blessé 2 semaines. Et ça moufte pas. Ouais, le coach est d'accord, quoi. Ouais, le coach, tu vois, il y a même pas de d'accord, pas d'accord, il y a même pas de petits soupirements, de petits soupirs. C'est genre, encore celui-là. Il n'y a pas la spéciale comme en France. Bon, bah, si c'est 3 semaines, mets-le-moi à 6, comme ça je peux prendre un pigiste, quoi. Ouais, mets-le-moi à 6, ou est-ce que, mais 3 semaines, 3 semaines, mais les quelle heure, tu vois, genre, c'est genre, faut que tu reviennes dans 3 semaines à la même heure, au cas où. Non, c'est, ou on arrondit, si c'est 16 jours, est-ce que c'est 16 jours, mais est-ce qu'on prend la moyenne basse ou on prend la moyenne haute, alors que le mec, il vient de te dire 16 jours, quoi. Bon, ouais. Je vois le truc. Et en plus, direct, tu gagnes l'Eurocup. Ouais, grand moment. C'est la deuxième coupe d'Europe, mais bon, très très gros niveau. Ouais. Raconte-nous un peu ce moment-là, du coup, pour toi. Ah, magnifique, franchement magnifique. C'était encore quand l'Eurocup. Alors là, dernièrement, ça augmente un peu le niveau, mais même là maintenant, bon, je trouve que le niveau, il est pas encore, il a pas retrouvé la grandeur, je vais te dire. Hein, je fais des parenthèses. C'est par rapport aux équipes, tu vois, quand tu rentrais dans le top 8, c'était déjà du gros niveau. C'était des clubs qui étaient pas en Euroleague parce qu'en fait, il y avait pas de place, quoi. Ouais. Et ouais, non, c'était fabuleux. Et puis le sentiment de finale, bon, bah, c'était incroyable. Alors, voilà, petite dédicace aux fans de la Fonteta. T'as même pas idée. Une salle, t'as 12-15 000 personnes. Tu vois, ça jette des pétards, les flics qui coupent les rues, tu peux pas marcher dans la rue. C'est rare, tu gagnes, tu te crois en zone de guerre. T'as des feux d'artifice, des trucs, normalement, la préfecture, elle fait quelque chose. Mais là, faut oublier. Et c'est ton plus beau souvenir basket jusqu'à maintenant? En club, ouais, large. Non, c'était exceptionnel. Après, on était allé à la mairie de Valence. Après, on était même allé à l'église, avec des trucs un peu cocasses, quoi, mais sans être moqueur. Ouais. On a béni une chaussure, tu vois. Bon, on s'est dit, bon, bénir une chaussure, c'est pas quoi trop ça sert, mais pourquoi pas. Mais, non, c'était, très bon moment. C'est marrant que tu finisses ça à Valence, parce que tu te souviens qu'avec Paris le Vallon, on avait joué à Valence en Eurocup. Oui, on s'était pris une branlée de ouf. Ouais. On avait pris genre, je crois, 50 points. 40, non, j'avais pris 47, il me semble, tu vois. Les auditeurs fact-checkeront la chose. Non, mais vraiment, là, ce jour-là, j'ai l'impression qu'on faisait pas le même sport. C'était incroyable. Clairement, on faisait pas le même sport. Tu sais quoi, je me rappelle même pas. J'ai l'impression, tu sais, normalement, t'as toujours un peu des bribes, tu vois. Mais là, je me suis dit, ouais. J'ai l'impression que j'ai cligné des yeux, et j'ai pris une branlée. Et j'étais dans un vestiaire à me prendre une deuxième branlée par Greg. Par le coach, ouais. C'est vrai. Genre, qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai l'impression que je me suis fait taper par un 33 tonnes. Et tu dis, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, monsieur, vous êtes fait taper par un 33 tonnes. Ah, d'accord, bon, ouais. Ça va? Oui, ça va, bah, surveillez quand même, reposez-vous, mais surveillez quand même. Ouais. Et donc, Valence, tu restes 4 ans là-bas, donc jusqu'en 2022. Exact. Qu'est-ce qui fait que tu décides de partir? Tu avais fait le tour de la question. 4 ans dans un club, au final, c'est quand même assez long. Surtout pour un étranger. Enfin, après, en Espagne, j'ai l'impression que les étrangers restent un peu plus dans les clubs. Ouais. Mais pourquoi t'es parti?
C'est un changement de cycle. Déjà 4 ans, ça commence à être long. Faut un peu se challenger. Ça m'aurait pas dérangé de faire une année en plus, en toute honnêteté. Après, t'as toujours un peu peur de faire une année de trop. Et en plus, cette année-là, il y avait avec le coach, ça se passait plutôt bien, mais en fait, il y avait beaucoup d'intérieur. Et en fait, il a décidé qu'en fait, l'intérieur le plus mobile, il devait jouer poste 3. Et c'était moi. Et ça, vraiment, je connaissais les systèmes, mais, tu vois, enfin, il y a quand même un monde entre le monde intérieur et le monde extérieur, quoi. Vraiment, au basket, c'est pas le même métier, hein. Ouais, tu sais pas trop courir, tu sais pas, tu vois, est-ce que tu vas pas, c'est un peu comme ce même avec, tu sais, avec cette vidéo, c'est pas seulement marrant avec Thierry Henry, là c'est ta zone, et là c'est ma zone. Tu vois, et c'est pour ça, moi, quand on me vend des postes 4-3, j'ai toujours du mal. J'y crois pas. J'y crois pas. Non, ça existe pas. Et ne dites pas dans les commentaires, Kevin Durant, ok? Kevin Durant, c'est le dieu du basket. D'accord? Vous le mettez en Crocs n'importe où, il vous met 40 points dans la FIF, que ce soit poste 1, 4, 5, même si t'as envie de dire 8, il t'en met 40. Voilà. Donc c'est même pas... Voilà. Donc c'est plus par rapport à ce changement de poste que t'as voulu partir? Ouais. Puis eux-mêmes aussi, ils avaient aussi enclenché par la suite un gros changement de cycle avec le départ du general manager qui m'avait signé. C'était déjà le 3e coach. Il y avait aussi encore un changement de coach. Donc fallait être lucide. C'était quand même plus, c'était le même club, mais c'était quand même plus la même équipe, quoi. Donc t'avais Mike Tobey qui était parti, Doobie partait 1 an après, Sam Rossum il partait encore après parce qu'il était encore blessé. À vrai dire, il y avait plus grand monde, qui était là de base, quoi. Donc ça s'est fait en toute sérénité. Il y a pas de problème sur ça. Ok. Et 2022, du coup, bon, c'est quelques mois après le début de la guerre en Ukraine, l'été 2022. Ouais. Donc là, ça commence. Les clubs russes sont exclus de l'Euroleague. Beaucoup d'étrangers partent. Et toi, c'est le moment où, on va pas se mentir, les clubs russes, pour les étrangers qui veulent venir, lâchent aussi des gros billets. Toi, c'est le moment où tu signes à Kazan. Ça fait, bien sûr, ça fait énormément parler. Au niveau des commentaires sur les réseaux sociaux, j'en parle même pas. À ce moment-là, je te parle pas de maintenant, avec le recul. À ce moment-là, toi, dans ton esprit, qu'est-ce qui se passe? Parce que tu vois, même moi, à l'époque, je me disais, waouh, je suis limite content de pas avoir ce genre de choix à faire. Parce que économiquement, mais bien sûr, ça te fait tourner la tête. Mais d'un autre côté, je me dis, est-ce que j'aurais... je sais pas si je serais allé, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais je suis content de ne pas avoir fait le choix. Donc, dans quel état d'esprit, toi, t'es à ce moment-là? Moi, je fais pas le procès des gens qui ont voulu rester en France. Je dis pas que je ferai jamais... tu vois, par exemple, toi, t'es resté en France, alors que t'as peut-être, je sais pas, peut-être non, justement, j'avais pas je te parle de la Russie, hein. J'avais pas ce genre d'occasion de partir en Russie, et comme je te disais, tant mieux d'ailleurs que j'ai pas eu à faire ce choix-là, parce que je sais pas ce que j'aurais fait. Mais même dans d'autres clubs, tu vois, c'est-à-dire que, tu vois, j'ai des mecs avec qui je m'entends très bien, qui sont des mecs formidables, comme toi, comme Axel Julien. Tu vois, je leur ferai jamais le procès de se dire, tu sais quoi, non, moi, je me sens bien trop attaché, à la France, à ses territoires, et à sa population. Moi, je suis français, mais j'ai toujours eu cet attrait pour savoir ce qui se passe vraiment. Tu vois, j'ai toujours un peu détesté ces ethnologues de salon qui parlent d'Afrique sans jamais les avoir mis les pieds. Et moi, en fait, je suis allé en Espagne parce que, en fait, je me suis dit, déjà meilleur championnat. Culture incroyable, mais moi je voulais voir la vraie Espagne, tu vois, je voulais pas y aller entre juin et juillet et voir les plages bondées et les petits bars à tapas, tu vois, je voulais voir comment tu vois, à Valence surtout, les faïas, entendre parler les Valenciens, le mode de vie, tu vois, tout, même les tabous, tu vois, il y a quelques tabous que j'ai appris que j'avais aucune idée qu'il y avait des tabous sur certains sujets en Espagne qui en France c'est libéré de parler de certaines choses. Mais enfin bon bref, n'en parlons pas ici.
pour un nécessaire de faire polémique. Mais en l'occurrence, quand je suis allé en Russie, j'avais toujours un peu cette attrait en Russie. Tu vois, bah forcément, la TELCSKA, c'est le club de l'armée rouge, le Zénith, Unix, Loco, enfin tu vois, toutes ces grosses institutions. Et moi, quand on m'a proposé Unix, je me suis dit bah pourquoi pas. Économiquement, effectivement, c'est très bien, c'est très confortable. Après, je savais où je mettais les pieds, quoi. Puis je savais déjà les répercussions. À vrai dire, moi, les répercussions des gens, l'internet, je sais pas Oui, tu vas pas trop. Non, mais si j'y vais, mais en fait, à vrai dire, la vie des gens m'importe assez peu. Et puis surtout, la taille de leur avis aussi n'est pas si importante que ça. C'est-à-dire que un commentaire sur un site de basket, ça doit peser à peu près, Oui, mais je sais pas au-delà moi, de ça, tu vois, on va te dire, oui, mais moralement, il y avait une guerre. Tu vois, en gros, limite, t'es pas un être humain parce que tu décides d'aller là-bas, quoi, tu vois. Ouais. Ouais, T'as pas de bah, morale, t'as pas de ci, t'as pas de ça. bon, après toi, on se connaît, on se connaît quand même pas mal dans l'intimité. Tu sais tu sais où j'ai ma maison ma petite maison de campagne en pays auvergnat. Et Hmm. et puis j'avais comment on appelle ça, un coudé de bar. Donc un mec qui est souvent au bar. Et puis il m'avait fait un Hmm. petit peu une remarque par rapport à ça. Bon, c'est vrai que dans les villages, la moindre opportunité des fois pour un ragot est souvent bienvenue. Et puis voilà, je l'ai pris sans animosité, puis je lui ai expliqué. Et puis voilà, en plus on s'est expliqué, on s'est dit voilà, des gens qui allaient dans des pays en guerre jouer au basket, est-ce que ça en fait des intervenants à la guerre? Non. D'accord. T'as le droit de pas être content, c'est libre à toi. Je vais même pas essayer de te convaincre du contraire. De te convaincre, ouais. Mais des pays en guerre, il y en a toujours eu, il y en aura toujours, j'ai envie de te dire. Et puis surtout, moi, je joue au basket. Enfin, faut se rappeler que je suis ici depuis 3 ans. J'ai jamais touché d'armes. J'en ai même pas vu à part sur des policiers comme on en voit sur les CRS. Et Bah, c'est ce que j'allais te demander, la vie en Russie à Kazan, ça ressemble à quoi parce que moi, je dois jouer là-bas, mais je suis passé en coup de vent. Qu'est-ce que t'en penses un peu, tu vois, les gens, niveau de la culture, etc. oh, les gens sont chaleureux. Les gens sont chaleureux. Moins froid que ce qu'on aurait un peu de la caricature, tu vois, un peu la caricature du russe qu'on pourrait voir dans notre capitale parisienne. Tu vois, ils sont pas aussi froids que ça. Ils sont très aidants. Ça, c'est quelque chose. Alors, peut-être que le niveau d'anglais, c'est un peu un niveau d'anglais approximatif. Mais par contre, un moindre problème et qui voient que t'es pas d'ici, c'est pas du tout, il y a pas une sorte d'exclusion par rapport au fait que tu sois un étranger, même le contraire. Donc Ok. les gens sont, moi c'est des Russes, en plus ce sont des Tatars, ce sont vraiment des gens admirables. Voilà, je tiens à le souligner, qui ont un avis, qui ont même pas vraiment d'avis sur la guerre. J'ai envie de te dire, c'est un peu comme nous, on n'a pas d'avis sur les guerres qu'on pourrait mener. Il me semble que la France est sur beaucoup de théâtres d'opérations militaires. Et, on nous a pas demandé notre avis. Je vais te dire que eux pareil. Voilà, eux pareil. Ok. Ils sont même tristes. Voilà, ils sont tristes. Voilà, parce qu'ils se disent, c'est des gens comme nous, mais ailleurs, qui subissent les conséquences de décisions plus hautes. Mais en soi, non, ils font leur vie comme chacun dans ce bas monde essaie d'accomplir sa vie. Voilà. Et c'est au même moment où aussi, du coup, par rapport à l'équipe de France, il y a eu comment tu peux appeler ça, cette interdiction pour tout joueur évoluant en Russie d'évoluer avec l'équipe de France. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui... je sais plus où t'en étais avant ça. Est-ce que t'as fait une Coupe du Monde en 2019 est-ce que tu avais déjà fait un peu une croix sur l'équipe de France ou alors ça t'a un peu chagriné tout ça? Je n'avais pas fait de croix. Moi, je pense que déjà, il y avait des mecs qui étaient bien plus forts que moi à l'époque, même en saison, qui avaient fait de très belles saisons. Je pense à Gershon, par exemple, tu vois, faut se l'avouer. Il y avait Victor aussi, je sais pas si Victor commençait à venir, mais je crois qu'il commençait à venir. J'avais pas fait une croix. Je me serais bagarré pour choper une place dans le groupe. Et après, bon, voilà, la fédération, elle
elle s'est rangée du côté du gouvernement français en place. Libre à eux d'agir de la sorte. Je sais pas si ça leur a donné une sorte d'effet positif vis-à-vis de la population. Moi, je pense qu'il y a 50% de gens qui disent que faut pas mettre de politique dans le sport, et 50% disent que quand même faudra mettre un peu. Je trouve ça intellectuellement assez malhonnête, parce que on sait très bien qui on vise, et on sait très bien qui on ne visera jamais. Mais ça, c'était de tout temps. Mais moi, j'ai pas été triste. Voilà, j'ai pas été triste. Moi, je savais que quand je venais ici, voilà, j'allais mettre ma famille à l'abri. Quand je dis ma famille à l'abri, c'est une façon de parler. On va pas commencer t'as raison. on va pas commencer à se mentir, à dire qu'avant j'ai pas gagné de l'argent, ou que j'en avais pas déjà de côté. Mais en l'occurrence, voilà, c'est donner encore un peu plus. Voilà, un peu plus si ma femme. Moi, de toute façon, sur ce genre de contrat, que ce soit, par exemple, pour ces histoires-là, mais que ce soit aussi pour les jeunes joueurs que tout le monde dira ils partent trop tôt en NBA, etc., etc. Mais en fait, moi, les gens qui jugent, j'aimerais d'abord les voir avec le chèque devant eux, tu vois. Et Non, que après, tu vois, ils pourront, parce que tout le monde a de la morale, etc. Et j'espère que ces gens-là, ils auront de la morale aussi le jour où il y a une somme comme ça qui tombe devant. Donc, tu vois. Encore une fois, j'ai l'impression que tu peux vraiment jamais savoir vraiment qui tu es avant de... Et quel choix tu ferais avant d'avoir toutes les options en main. Et t'as très bien expliqué ça, hein. De toute façon, non. maintenant Non, ça fait 3 ans. Qu'est-ce que t'en tires, toi, de tout? Du coup, de tout ce passage en Russie, sur le plan humain, t'en as parlé, mais sur le plan basket aussi. Le plan basket, honnêtement, voilà, la première année, on a un beau groupe. On avait ramené aussi mon ami Dimitrievich, qui maintenant à Milan. Bon, maintenant qui va sûrement être exclu de l'équipe. Lui aussi, je vais te dire, c'est peut-être un signe du destin. Qui sait? Et avec lui, on a réussi, quelque chose que ce club a mis beaucoup de temps à travailler, beaucoup d'efforts. On a réussi quelque chose qu'ils avaient jamais réussi encore, c'est-à-dire atteindre les finales et les gagner. Non pas contre le CSKA et le Zénith, mais contre le Lokomotiv Krasnodar. Voilà, Lokomotiv Kuban, Okay. pour ceux ça parle plus. Donc on a gagné ça. Et puis par la suite, signé un contrat de 3 ans, de 2 ans plus une année optionnelle. L'année dernière, une saison solide. Voilà, saison solide. L'année dernière j'avais 32 ans. Je me fais une méchante entorse. Je joue sur un pied pendant 6 mois. Ce qui a dû quand même, ce qui m'a quand même bien peiné. Et puis même, je sens pas encore, mais voilà, je sens que c'est pas la même cheville. Donc ce qui a quand même dû me contraindre à passer sur le billard et à subir ma première opération de ma carrière. Voilà, parce que j'ai jamais été vraiment trop blessé dans ma carrière, hein. Je me connais, les gens me voient bien. Je suis grand et fin. Comme diraient les militaires, je suis grand, mais j'ai un peu la corpulence d'un chat crevé. Et puis là, cette année, l'année dernière, on est en finale, encore une fois. Là, on tombe sur un CSKA solide avec Livio et Amat à l'intérieur de ce groupe. Et cette année compliquée. Je revenais de blessure. Une certaine confiance était un petit peu effacée. Et puis voilà, le destin rebelote, blessure, mais cette fois c'est à droite. Là, 3 mois d'arrêt. Et puis là, la confiance était vraiment au plus bas. Et puis là, il y a 4 jours, j'ai été mis hors de l'effectif. Je suis pas coupé, je suis hors de l'effectif pour les playoffs. Donc je suis toujours à Kazan. Je participe pas aux entraînements avec mes coéquipiers, que j'adore d'ailleurs. Mais tu peux rester en forme à côté, quoi. Ouais, je peux rester en forme à côté. Je peux assister au match, ils ont encouragé. Là, hier, ils ont fait une très belle performance contre le CSKA. J'étais présent au match. Peu éloigné, mais présent. Pour apporter mon soutien, parce que je pense, je prends pleinement, ma part de responsabilité au fait que, j'ai fait grandir ce club. J'ai donné beaucoup à ce club, santé comme
comme beau palmarès, et puis voilà, puis là les choses vont se dépatouiller sereinement, j'ose espérer. Puis voilà, puis voir où je suis j'espère l'année pour toi, prochaine. j'espère que ça va vite, que ça va s'arranger et que tu vas trouver un challenge Ouais, ouais, à ta hauteur l'année prochaine. T'as que 33 ans, donc ouais, mais ça après, j'ai t'as envie de encore te un peu de dire, temps. tu sais moi Nico, moi l'année dernière j'ai déjà commencé, je sais pas si ça aurait été une des questions, mais sinon je la devance. J'ai commencé un travail avec Véronique Barré, voilà je sais pas Ça si tu me la parle, connais. ça. C'est pas celle, une psychologue? C'est pas une psychologue, c'est une dame qui s'occupe des reconversions sportives de Ah, ok. reconversion de sportifs professionnels. Ouais, à Tours, elle est à Tours. C'est exactement une de mes prochaines questions. Donc, super transition, Louis. Ah, merci. Qu'est-ce que tu veux faire pour l'après-carrière, du coup? Ah bon, je sais exactement. Je suis en train de bûcher là-dessus en compagnie de très bons conseils. Ah, toi et moi, on connaît bien cette personne, c'est Jackie Barthélémy, un des plus grands Donc, vignerons d'Alsace. ouais, domaine Et Alberman, un des plus grands vignerons voilà. français, voire du monde, parce que sinon, fais gaffe, il va te taper sur les doigts. Ouais, ouais, c'est pas faux, le Jackie. Ah, après, Jackie m'aime bien, mais Jackie, il mettrait pas une tarte pour ça. Mais en Ok, donc l'occurrence, bah voilà. tu veux te tourner vers le domaine viticole, quoi. Voilà, bah en fait là j'ai fait ce travail là pendant presque un an, ouais. Avec cette on peut dire psychologue ou thérapeute, je ne saurais pas comment exprimer ce travail là. Et en fait bah première session bonjour Louis, que veux-tu être? Bah vigneron. Et puis après des dizaines et des dizaines et des dizaines d'heures de travail et de réunions et de visioconférences, Louis effectivement devient vigneron. donc là après ma carrière c'est un sujet après moi toi Nico, je sais que t'es préparé, c'est même pas en termes de d'investissement ou tous ces conneries là, c'est que moi j'ai beaucoup de joueurs et toi aussi je pense, quand tu leur demandes ce qu'ils feront après euh, ils s'inventent businessman ou Hmm. investisseur ou tu vois ou comment ils appellent ça là, ou Shark Tank, tu vois. Ouais, ouais. T'as envie de leur dire que c'est pas déjà c'est pas un métier, et tu vas te faire chier parce que si c'était vraiment ta passion, bah tu le ferais déjà, ou tu t'intéresserais déjà, alors que bon, acheter un appartement, bah, c'est acheter un appartement, une fois que c'est acheté, c'est acheté. Mais il y en a beaucoup en fait et ça c'est vraiment le sujet de toute ma carrière, c'est putain, qu'est-ce que tu fais après? Et en fait les gens se rendent pas compte de la puissance que peut être la mort du sportif. C'est-à-dire Hmm. que t'as un match dimanche, et en fait, bah, c'est ton dernier, et ben en fait, lundi, t'es déjà plus rien. Enfin, t'auras des Hmm. messages, ouais, c'était, ouais, des grandes carrières, machin, patati patata. C'est mignon, c'est gentil. Mais, en fait, à part avoir ton cul posé dans le canapé et pleurer, et tomber peut-être dans l'alcool ou des drogues, euh, drogue, drogue ou médicaments, euh, tu Non, sais, mais t'as... la plupart ne savent pas. Et moi, me suis interdit ça, mais depuis fort longtemps. Je me suis dit, en fait, je vais peut-être prendre 2 jours pour pleurer, mais en fait, au troisième jour, je vais taper des cailloux et tendre des fils. Tu vois, tout de Ouais, mais suite. tu sauras ce que tu veux, tu sais déjà ce que tu veux faire, ça te permet de mieux anticiper, anticiper ça. C'est sûr que la petite mort du sportif, beaucoup de sportifs, quand ils arrêtent, bah, il y a cette tension, même si on a toujours un peu cette période où on dirait des fois ça nous saoule, etc. J'aimerais bien faire autre chose. Au final, quand t'arrêtes, je pense que voilà, on a tous l'habitude d'avoir cette tension le week-end. Ça fait 20 ans qu'on a fait un truc, on a fait ça tous les jours, on s'est levé à la même heure, on a fait les mêmes choses. Et quand ça s'arrête, bah oui, ça doit faire super bizarre. Et même quand t'es préparé, je pense que ça doit quand même te faire bizarre, mais au moins avoir un nouvel objectif derrière, ça te permet voilà, de réattaquer sur quelque chose d'autre. Et c'est super cool d'ailleurs que t'aies déjà cet objectif-là. Et puis avec voilà, ton éthique de travail, etc. Pour moi, il n'y a pas de raison qu'un sportif ne réussisse pas derrière. Quand je vois, enfin, si on a bien fait les choses, encore une fois, comme tu dis, ça n'a rien à voir avec ton niveau, ça a plus à voir avec tes valeurs, etc., au niveau du travail, de l'abnégation que tu as mis. Si tu répercutes ces choses-là dans un autre domaine, il y a pas de raison que ça marche pas. Ce sera pas le même gain financier, ou voilà, on va pas tous révolutionner le monde, Ouais. mais c'est des valeurs qui peuvent servir dans tous les domaines. Et d'ailleurs, ça, je voulais te le demander aussi. Je veux dire, ça fait, comme tu dis, ça fait tu as commencé à 14 ans, tu en as 33, quasiment 19 ans.
Ouais. Être dans un milieu comme le basket où, voilà, tu l'as dit, même pour tes potes comme moi, où t'es un extraterrestre, moi, tu vois, je le dis avec beaucoup d'affection quand on me dit ah, Louis, comment il est, je dis bah, Ouais. Louis, il est fou. Louis, il est fou, mais ça fait, tu vois, c'est de l'affection, mais c'est. T'écoutes Jacques Brel, Georges Brassens, personne n'écoute ça dans le basket. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, pour commencer, Ouais. tu veux être vigneron, tu viens du ski de fond, t'habites dans un village où, encore une fois, tout ce que tu veux, c'est aller au bistrot, et pas pour boire, mais pour parler à des gens. Tu vas rencontrer un gars dans la rue, tu vas lui parler. Enfin, tu vois, t'es quelqu'un, quand tu dis que tu viens d'un village, bah, c'est exactement ça, mais limite, t'es un papy de 80 ans, en fait, tu vois, Mhm. dans ta façon de vivre. Comment, toi, t'as fait pour naviguer dans un milieu où, bah, justement, on a souvent dû te renvoyer cette image de mec vraiment différent, quoi. C'est vrai que c'est une question même qui m'émeut un peu même, tu vois, maintenant que tu le dis comme ça. Mais c'est vrai que, voilà, j'ai toujours été différent et vraiment ouais, c'est vraiment, c'est une question très personnelle que j'ai pas pour une à répondre, mais j'aime les gens. Tu comprends? J'aime les Mhm. gens, euh, et, et, et je trouve qu'on s'attache pas, on s'attarde pas non plus assez à bien connaître ce qui nous entoure. Tu comprends? À savoir pourquoi une chose est ainsi. Ouais. Et moi, toute ma carrière, quand j'ai remarqué, je suis toujours allé à des endroits parce que je voulais savoir quelque chose. Je suis allé à la SIC parce que je voulais savoir le basket. Je suis allé en Russie, je voulais savoir ce que c'était en Russie. Je suis allé en Espagne pour savoir ce que c'était en Espagne. Et même dans tous ces écosystèmes-là, je n'ai pas pris que le club pour savoir comment étaient les mentalités. Je suis allé voir aussi les gens du bas, les Mhm. inconnus. Et ça, tu sais, moi, comme j'ai dit, les gens m'oublieront très vite et c'est pas grave. Je leur en veux pas. Je leur en veux pas. J'espère juste qu'ils ont eu pris plaisir à m'avoir vu jouer au basket et qu'ils aient pris plaisir et ils aient pris de l'émotion. Et, et bientôt, pour moi, je serai à leur place. Et ça, c'est très important de le rappeler, c'est que j'ai commencé tout ce que j'ai commencé par rapport au basket, je l'ai fait sans plan. J'ai toujours pas de plan. Je sais pas quand est-ce que j'arrête. Je sais pas où c'est que j'arrêterai. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Tout ce que je sais, c'est que j'ai rempli ma mission. J'ai mon cœur et mon cerveau bien remplis de belles émotions et même d'émotions tristes. Mais c'est pas grave. La vie est ainsi faite. Et, et en l'occurrence, moi, si je devais résumer ma carrière par rapport à ça, tu vois, en étant le fou, l'extraterrestre, vous inquiétez pas les gars, moi j'ai l'impression d'avoir cligné des yeux et d'être maintenant quoi, tu vois. Ouais, ouais. Parce que quand je regarde derrière moi, j'ai pas l'impression, tu vois, d'avoir tant fait ou peu fait ou trop fait. J'ai l'impression, puis je me dis mais putain, c'est peut-être déjà fini ou c'est peut-être fini demain, mais 17 ans et je me rappelle peut-être de si peu de choses, mais je me rappelle que la grande majorité c'était de belles choses et de belles personnes. Mais ça c'est le temps d'un clignement d'œil. Ouais. Bon, bah, c'est super. On va finir là-dessus, Louis. En Ouais. tout cas, j'espère vraiment que, bah, tu vois, je voulais aussi que les gens, à travers un format plus long sur un podcast, ils apprennent à mieux te connaître. C'est vrai que quand on voit des interviews où maintenant on est tout le temps sur des formats courts, des interviews de 30 secondes, d'une minute, bah, c'est dur d'apprendre à connaître quelqu'un. Bah, tu vois, même au final, nous, ça fait longtemps qu'on se connaît, qu'on est amis. Je savais même pas que tu as fait du ski de fond, quoi, tu vois. Donc Ouais. au final, ça fait pas de mal, même quand tu connais quelqu'un, de travailler, poser des questions. Et voilà, on va te souhaiter que du bon pour la suite, en espérant que tu nous fasses du bon vin plus tard. Mais bon, ça y est, encore un Ouais. peu de temps, quoi. Ouais, t'inquiète, ouais. J'ai planté le pied de vigne. Mais ça, t'inquiète pas, Ça marche. je compte faire des choses sympas, ouais. T'inquiète. Bon, bah, T'inquiète. merci Louis et Bah, bonne merci à continuation. toi. Merci à toi. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à aller noter le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci d'avance. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux de Lab Basketball pour découvrir tous nos projets. Ce podcast est sponsorisé par Lab Basketball et ses camps de basket ainsi que tous nos autres projets. Rendez-vous sur nos réseaux sociaux pour en savoir plus. À bientôt!